Le rapport du GIEC et le changement climatique, on en a tous entendu parler mille et une fois, mais d'un petit peu loin. Christophe Barbarini, lui, a pris le temps de l'étudier, de le traduire, de l'analyser, de le comprendre et de s'intéresser aux impacts que ça aurait sur l'île de la Réunion. C'est de ça dont il va nous parler aujourd'hui. Mais au fait, Christophe, pourquoi t'as fait ça ? Pour essayer de trouver une solution à la situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle ma famille se trouve. Ça fait 15 ans que j'habite à La Réunion, ça fait 30 ans que j'entends parler du réchauffement climatique. Plus le temps a passé, plus on s'est rendu compte que les prévisions de dégradation de la vie, de la société humaine étaient avérées. Et du coup, voilà, c'était dans un souci d'autopréservation que je m'y suis plongé. Et je m'y suis plongé aussi pour essayer de tirer le vrai du faux, parce que comme on est dans une période où on entend tout et son contraire, j'ai voulu voir par moi-même ce qu'était le GIEC, comment ces rapports étaient rédigés, qui les validait et ce qu'on pouvait en tirer, ce que je pouvais moi en tirer pour essayer de sortir la tête de l'eau. Alors on va partir du début. C'est quoi le GIEC exactement ? Le GIEC, c'est le groupement international des experts du climat. C'est un groupement qui est né en 1988 sous l'impulsion de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. C'est étonnant ça, c'est eux qui ont lancé ça ? C'est eux qui ont lancé ça, oui, parce qu'ils étaient dans un moment où le mouvement écolo était tellement fort qu'il risquait d'impacter sur l'économie globalisée qui se mettait en place. En gros, oui, ce courant écologiste pesait tellement fort et était tellement impactant sur l'économie qu'il leur a fallu créer l'entité pour neutraliser leur discours. Ça n'a pas bien fonctionné, on dirait. Ça a fonctionné si quand même relativement, parce que ça a permis de continuer un développement du marché libéral, encore 30 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des rapports du GIEC, donc de cette entité qui est censée neutraliser la chose pour apaiser les inquiétudes, pour permettre à l'économie de marché de se développer. On se retrouve avec des rapports qui sont hyper alarmants et qui nous mettent dans une situation d'éventuel non-retour si on n'agit pas très vite. Mais du coup, ces experts du GIEC, c'est qui ? Est-ce qu'ils viennent de tous les continents ? Comment ils ont été choisis ? Alors, le GIEC, c'est 1988, donc 166 États qui se sont intégrés à la démarche pour essayer de créer un discours scientifique neutre. 166 États qui valident à chaque fois les parutions des scientifiques. Et il y a 14 000 études qui ont été recensées depuis 1988. Donc 14 000 études, ça veut dire 14 000 études de centres nationaux de recherche, comme le CNRS en France. Il y a 166 États qui ont embarqué leur CNRS dans la récolte de toutes ces études qui portent sur la météorologie, la climatologie, la géologie et la sociologie. Du coup, tu penses qu'ils sont fiables ? Que eux, miraculeusement, ils n'ont pas de pression de lobby, ils n'ont pas d'intérêt à défendre plus fort que celui-ci ? Je pense que les CNRS, c'est les entités scientifiques les plus libres. Elles sont en fait j'ai encore une grande confiance en la science. Et je sais qu'il y a des protocoles scientifiques qui permettent d'établir des faits qui sont acceptables et reconnaissables par tous. Et en fait, le GIEC en lui-même, il y a 236 chefs, 234 rédacteurs des rapports du GIEC. Ces 234 personnes, elles sont là pour valider auprès des gouvernements le contenu des rapports. Donc effectivement, ces 234 personnes, elles peuvent subir des pressions des gouvernements pour tenter de modérer un petit peu le contenu. Mais dans les 14 000 études, les 14 000 laboratoires qui ont été intégrés dans ces recherches-là, c'est là que je retrouve une forme de vérité scientifique qui me paraît acceptable. Mais il y a débat entre eux ? Il y a des dissidents, il y en a qui contredisent ou pas ? Aujourd'hui, sur les 14 000 études, il y a un consensus global de l'ensemble du monde scientifique sur le fait d'origine humaine du réchauffement climatique. On admet qu'aujourd'hui, on en est à une augmentation de plus 1,2 degré ou 1,3 degré, je ne sais plus, de la température moyenne sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est un fait qui est avéré, reconnu par tous. 1,2, c'est pas grand-chose. On entend souvent, c'est 1,2, c'est pas grand-chose, mais il faut le ramener à soi-même, en fait, quand on est atteint d'une fièvre et qu'on prend
qu'on prend 1,2 degré de température corporelle, toi-même, Anouk, quand tu passes de 37 degrés à 38,2, tu connais l'état intérieur que ça génère. Et la fièvre intérieure à 38,2, c'est vraiment un signe de déséquilibre de ton corps et de ton intégrité physique. Et là, c'est le corps entier de la planète qui subit ce plus 1,2. Là, tu parles en degrés, mais l'ensemble du rapport, il propose des pourcentages. Pour leurs prévisions sont évaluées en termes de pourcentage. Comment on peut les interpréter, ces pourcentages? Ils veulent dire quoi? Il y a plusieurs rapports qui ont été parus. Et là, on en est au 6e rapport du GIEC qui est paru en février dernier. Et ce 6e rapport fait état en fait de la vulnérabilité des populations, de l'ensemble des populations mondiales. Ce rapport donc, détermine en fonction de la population où elle se trouve, comment elle va être impactée et à quel point elle va être impactée, et surtout à quel moment elle va être impactée. Dans ce rapport, on trouve une description de 6 scénarios, de scénarios possibles d'évolution des sociétés humaines dans le cadre de ce réchauffement climatique. Et ces scénarios, en fait, ce sont ces scénarios qui sont exposés avec des seuils de confiance auxquels on peut se raccrocher. Il y a 3 seuils. Quand un scénario a une chance sur 3 d'après le GIEC, quand un scénario a une chance sur 3 de se réaliser, il parle de seuil faible de confiance. Quand un autre scénario a entre une chance sur 3 et 2 chances sur 3 en fait, il parle en pourcentage. Donc de 0 à 33% de réalisation, c'est seuil faible de confiance du scénario. Entre 33 et 66%, c'est seuil moyen de confiance. Et entre 66 et 100%, c'est un seuil haut de confiance. Autant dire que si un scénario est entre 66% et 100% de réalisation, c'est quasiment certain, au vu des données scientifiques, qu'il se réalisera sur le territoire. C'est un peu dur à comprendre. En fait, c'est là où les gouvernements ont possiblement joué sur la ligne éditoriale de ces rapports, parce que entre dire d'un scénario qu'il a une chance sur 2 de se réaliser, ou alors entre 33% et 66% de se réaliser, ça passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Par contre, si on devait dire ce scénario, il a plus d'une chance sur 2, plus d'un risque sur 2 de se réaliser, là au niveau des populations, ça aurait pu générer un phénomène d'anxiété globale assez dur à encaisser. Et du coup, la Réunion, puisque tu dis qu'il parle de population territoire par territoire, un petit peu, il détaille ça. Est-ce qu'on a des informations qui nous concernent, nous? Alors sur la Réunion, en fait, moi ce que j'ai lu, c'est pas tout le rapport du GIEC, parce qu'il faut savoir que tout le rapport du GIEC, tout le 6e rapport du GIEC, c'est donc une forme de somme de toutes ces 14 000 études pendant 30 ans. Et je te laisse imaginer combien de pages ça représente. C'est au-delà de mes forces, moi, de petit bonhomme. Donc je me suis juste focalisé sur le résumé qui a été fourni à tous les décideurs politiques, qui est un résumé en anglais qui fait une 40aine de pages et qui avertit tous les décideurs politiques des scénarios possibles. Il est accessible en français? Il est téléchargeable? Il est téléchargeable sur le site de l'IPCC, c'est l'appellation internationale du GIEC, donc il est basé en Suisse. Mais il est téléchargeable en anglais. Moi, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé en français. Donc ça le rend encore un peu plus dur à comprendre, mais bon. Je me suis plongé quand même avec mon niveau d'anglais relatif. Et ton dictionnaire. Et mon dictionnaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne parlait pas précisément de la Réunion, mais il parlait d'un type de territoire auquel on ressemble vraiment énormément. Et ce type de territoire, c'est tout ce qui est appelé petites îles. Les petites îles vont être les premières impactées par les effets néfastes du réchauffement climatique. Par quels effets directement, les premiers qu'on va sentir? Les premiers qu'on va sentir, c'est l'augmentation du niveau de l'eau, c'est la répétition de phénomènes climatiques lourds et l'augmentation de la fréquence de phénomènes climatiques lourds. Nous ici, particulièrement les cyclones. Les cyclones, oui. Ou les fortes pluies, les tempêtes. Donc sur la Réunion, on va être impacté d'abord par ça. Et il y a aussi les phénomènes sociaux. Et notre territoire, qui fait partie des petites îles, il est aussi issu d'une histoire coloniale très récente. Et il y a au sein de la population locale des fortes tensions issues de ce passé colonial et
aussi issus des disparités économiques locales. Alors je ne comprends pas bien en quoi la montée des eaux, ça peut avoir des incidences sur le climat social. La montée des eaux, il prévoit une montée des eaux de 30 cm à l'horizon 2050. Alors sur notre île, qui est une petite île, on a la chance qu'elle soit volcanique. Donc elle est montagneuse, donc les 30 cm auront un relatif faible impact sur notre territoire. Sauf que toute la population s'est installée sur les côtes et ne serait-ce que 30 cm d'augmentation de l'eau sur les infrastructures qui sont en bordure de mer, ça peut générer des destructions d'infrastructures lourdes, à savoir tout ce qui est évacuation d'eau potable ou tout ce qui est évacuation d'eau aussi d'eau sale. Oui. Dès l'instant que les évacuations d'eau sale seraient impactées par l'augmentation du niveau de l'eau, ça voudrait dire que, en gros, c'est comme si nos toilettes venaient à être bouchées, on se retrouvait avec une salissure en fait, du territoire côtier en fait. Et une salissure qui rendrait les conditions de vie compliquées, compliquées sinon impossibles. Imaginons nous déplacer, marcher les pieds dans une eau sale. Je vous laisse imaginer le nombre de maladies qui pourraient être liées à ce type de vie, quoi. Et quand tu parles des infrastructures, est-ce que ça impacterait du coup, je sais pas, le réseau électrique ou d'autres infrastructures comme ça qui sont vraiment en bord de mer? Ça pourrait, oui. Tu as un peu listé. Ça pourrait, en tout cas, en l'état actuel de mes connaissances, ça pourrait effectivement impacter toutes les infrastructures premières. Donc c'est d'abord l'eau, ensuite la qualité de la nourriture, liée à la salissure de l'eau. Dès l'instant que l'eau serait salie, ou que le réseau d'eau serait sali ou détruit, tout ce qui est irrigation serait aussi impacté par ce phénomène. Et du coup, les sols qui seraient aussi salis, tous les sols de l'île pourraient être salis par la salissure côtière. Ouais, et en termes de climat, alors là on a vu la montée des eaux, en termes de climat, il va faire de plus en plus chaud et quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce qu'il va faire de plus en plus chaud ou... Oui, il est probable qu'il fasse de plus en plus chaud, mais sur une température moyenne. Il se peut que quotidiennement on ne s'en rende pas forcément compte, parce que plus 1,2 degré en moyenne sur 365 jours, c'est quelque chose qui peut être difficilement perceptible. Mais par contre, ce dont on se rend déjà compte, et des agriculteurs sont là pour en parler, c'est qu'il y a des sources locales, des sources d'eau potable qui commencent à se tarir. Et des agriculteurs qui, pour la première fois en 45 ans, voient leurs sources qui habituellement leur servent à irriguer leur sol et faire pousser leurs affaires pour manger, ces sources deviennent taries. Et c'est la première année en 45 ans. Et c'est donc... Le niveau de la mer qui monte, ça doit... t'as un biseau de salinité des sources. Comme tu as beaucoup de ressources en eau qui sont c'est pas des eaux de surface, mais c'est des eaux en profondeur. Sur les nappes phréatiques à basse altitude, elles peuvent être inexploitables parce que la salinité aura monté, quoi. Je sais pas si ça... Je ne sais pas. Je n'ai pas encore étudié ça, peut-être. Ouais. Il y a déjà plusieurs sources qui ont été perdues à cause de ça. Et nous, surtout, on est dans le bassin India-océanique. On est une île relativement préservée des effets de la montée des eaux, parce qu'on est toujours volcanique et montagneux. Mais on a des voisins et des cousins qui eux, sont beaucoup moins montagneux et qui pourraient être, eux, beaucoup plus durement impactés. Et ça pourrait générer localement des phénomènes migratoires qui nous impacteraient en conséquence. D'accord, on pourrait avoir des Seychellois, on pourrait avoir des... Quels sont les territoires proches qui seraient impactés en premier? Là, on le voit, les premiers, c'est Vanuatu, on parle beaucoup de la Polynésie qui va être impactée parce qu'ils sont vraiment au niveau de l'eau et tout leur mode de vie est quasiment à niveau zéro. Mais nous, localement, Maurice n'est pas beaucoup plus montagneux que ça. Il y a aussi une implantation qui est très côtière. Les Seychelles risquent d'être très impactées aussi. On a Madagascar qui a une bonne partie de sa population aussi qui est en zone côtière et il y a une forte densité de population là-bas qui pourrait être impactée et donc générer beaucoup de phénomènes migratoires. On comprend, hein. Dès l'instant que la vie est en danger, moi-même j'aurais ce réflexe premier d'aller vers un endroit qui me paraît être plus sain. Et nous, localement, La Réunion, comme on a un haut, on va dire entre guillemets, un haut développement capitalistique, un haut développement économique, on sera un pôle d'attraction fort de ces migrations climatiques.
D'accord, donc quand tu parles de dégradation du climat social, c'est lié à ces migrations-là, Oui, entre autres, et c'est lié aussi à un accès plus difficile à l'eau potable, c'est ça, c'est voilà. ça. Au niveau local, on aura donc la difficulté d'accéder à l'eau propre. Ouais. On aura du fait des phénomènes climatiques, on peut s'attendre à avoir des phénomènes de destruction d'habitat, destruction d'infrastructures aussi pour les ressources premières, et donc des phénomènes migratoires en interne, des personnes à reloger, des Réunionnais à reloger. Donc il y a cette population qu'il faudra prendre en compte et dont il faut déjà, à mon sens, aujourd'hui envisager le relogement. Et puis ensuite, tous les phénomènes migratoires qui pourraient avoir lieu en dehors de notre île et qui pourraient viser comme point de sauvetage la Réunion. Mais tout ça, c'est à quelle échéance? Ah oui, ça c'est le point le plus important, c'est qu'on s'imagine que c'est loin de nous, mais en fait, dans le scénario du GIEC, le scénario qui n'est pas le pire, hein, dans le scénario d'une augmentation de 3 degrés de la température moyenne du sol, ce serait à l'horizon 2040. 2040, 2040, oui. Donc c'est après-demain, quoi. c'est après-demain. Ouais. Et ça, c'est dans tes pourcentages de risque, 2040. C'est entre 33 et 66%. Le fameux seuil dont on ne sait pas si c'est au-delà d'un risque sur deux, mais le seuil qui est rendu acceptable par les rédacteurs du GIEC. D'accord. Et du coup, ben, que fait l'État? Est-ce que tout ça, est-ce qu'on anticipe? À ma connaissance, non. À ma connaissance, on est toujours sur un schéma de développement touristique qui a été établi en 2011, qui s'appelle le schéma d'aménagement régional, en fait, où les décideurs locaux ont orienté l'économie de l'île plutôt vers un développement de l'économie industrielle. Donc avec la création d'hôtels de haut standing, avec la création aussi de systèmes routiers, avec surtout une ambition d'atteindre 1 million d'habitants à l'horizon 2030. Mais il faut savoir que cette donnée d'1 million d'habitants à l'horizon 2030, c'est un choix politique. Ça n'est pas un fait démocratique, c'est un choix qui est totalement lié au développement de l'économie industrielle ici. C'est pas un choix politique de savoir combien les familles vont avoir d'enfants. Quand on regarde, ouais, je me suis un petit peu penché aussi sur les chiffres de l'INSEE et la balance de la natalité de la Réunion. Elle était de 0,7%, donc il y avait une croissance de la population réunionnaise de 0,7% en 2008. 0,7% en 2008, il devait y avoir 800 000 habitants en 2008. Si on faisait le calcul simple de ces 0,7%, depuis 2008 jusqu'en 2030, on n'atteint pas le million d'habitants. Le million d'habitants ne sera atteint que s'il y a un phénomène migratoire généré par le fait économique. Ou par le fait climatologique. Ou le fait climatologique. On y arrivera à ce moment-là aussi. Donc localement, tu as l'impression que rien n'est mis en place, en tout cas. Non, il y a une révision, actuellement il y a une révision du SAR qui a lieu à la région en fait, mais qui ne sera effective qu'à partir de 2025-2026. Donc ça veut dire déjà trop tard par rapport aux impératifs d'inflexion de la production de gaz à effet de serre, qui nous laisse en gros un peu moins de 3 ans pour que l'ensemble de la population arrête d'augmenter, de produire du CO2. Ça ne veut pas dire diminue sa production de CO2, ça veut dire arrête d'augmenter. Je ne sais pas si la nuance est claire ou pas. La nuance saute aux yeux, oui. Donc il nous faudrait, nous, localement, il faudrait que nous lèvions tout ensemble pour faire en sorte que on développe autrement la Réunion, autrement que sur un schéma touristique hautement coûteux en CO2, qui entraînerait l'augmentation de la température globale à notre échelle, et qui entraînerait l'augmentation de la température globale au-delà du seuil d'acceptabilité pour la population locale. Et est-ce que tu as l'impression qu'au niveau national, c'est mieux pris en compte? Je ne voudrais pas être partisan, mais non, je pense pas. Je pense pas. Si, de là d'où je perçois les choses, l'État se met à défaut. Parce que ne serait-ce que sur notre bassin de population, en fait, il est au courant, comme moi, depuis février dernier, de ces scénarios et de ce qui va impacter les populations. Donc ça veut dire que depuis février jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a rien mis en place pour préserver la santé publique de la population de La Réunion. Je n'ai vu passer qu'une seule charte d'approvisionnement lors d'une visite d'un ministre, je crois que c'était Darmanin, la dernière visite de Darmanin sur le sol réunionnais.
il y a eu une charte qui a été signée, mais c'est une charte de bon approvisionnement de l'île en denrées alimentaires. Et c'est une charte donc, qui n'a pas valeur de loi, qui a valeur juste de cadre juridique aux échanges commerciaux. Mais juste simplement aux échanges commerciaux. Pas un changement de développement économique, pas un retour vers une agriculture vivrière locale. Il n'y a rien à voir avec ça. C'est continuer le même schéma de développement de l'île avec notre haut degré de dépendance aux importations. Et rien pour qu'on puisse subvenir à nos besoins locaux à courte échéance. Mais du coup, on peut encore y croire ou... À mon sens, oui, parce qu'il nous reste, d'après le rapport du GIEC toujours, il nous reste encore, certes, ça paraît très très court, mais il nous reste encore 3 ans pour tenter, nous, localement, d'influencer les autorités pour qu'elles prennent en compte ce rapport du GIEC, ce diagnostic, qui équivaut à un diagnostic médical en fait, et qu'elles rentrent, et que les autorités prennent en main leur responsabilité pénale de prendre soin de la population et d'engager tout ce qui est nécessaire pour que l'économie locale nous permette de rester sous ce seuil des 3 degrés de température à l'horizon 2050. Mais si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, il y a quand même peut-être aussi des initiatives citoyennes ou est-ce qu'on est juste dépendant de ce qui va être décidé au niveau de l'État? Ça, c'est l'histoire de David contre Goliath. Goliath, pour l'instant, ne semble pas ressentir l'urgence comme on la ressent localement, mais localement, là aujourd'hui c'est moi qui parle devant toi, mais on est très très nombreux en fait à essayer de faire naître des initiatives sensées et d'autopréservation, d'un retour à une agroalimentation locale. Enfin, on est sur l'île, moi je compte pas le nombre de projets, je peux même pas compter le nombre de projets qui sont orientés vers un autre type d'agriculture et un autre type de développement local. On peut encore imaginer, même continuer sur un esprit touristique, mais arrêter de faire venir des gens sur des activités d'hélicoptère ou sur des activités hautement coûteuses en CO2, comme aller faire du jet ski au bord de mer, comme développer les croisières locales. Il y a plein de choses qui peuvent se faire ici. Les tables d'hôtes sont un exemple de tourisme sain, où ce sont des personnes qui s'occupent de leur petite parcelle de terre et qui développent une agriculture qui permet de se nourrir elles-mêmes et de nourrir leurs hôtes. On a encore le temps d'envisager un autre développement et d'envisager une bouée de sauvetage pour La Réunion. Et d'en faire un exemple, même pour tous les territoires qui nous entourent. Moi, j'en suis convaincu. Donc tu y crois encore? C'est plus que j'y crois, c'est que je ferai tout pour. Tu feras tout pour. Et concrètement, là, quand tu parles du SAR, tu as des idées de ce qu'il faut changer dans le SAR? Dans un premier temps, est-ce qu'il faut que j'explique un petit peu ce qu'est le SAR ou pas? Ouais, je pense. On recoupera, on le remettra. Un schéma d'aménagement régional. On le remettra au moment où on parle du SAR. Ouais. On garde ta question et explique vite fait. Le schéma d'aménagement régional. Attends, je vais faire la naïve. Mais le SAR, c'est quoi exactement? Le SAR, c'est le document maître en fait, le document duquel tout le développement de l'île est issu. C'est le schéma d'aménagement régional qui a été décidé à la région, validé par le ministre des Outre-mer à l'époque en 2011. C'est donc un schéma de développement, on va dire, économique et humain, local. Et son orientation principale, c'est l'augmentation démographique du million d'habitants en 2030 et le développement de l'industrie du tourisme. Pour envisager de changer les choses, il faudrait déjà que ce plan de développement qui a été lancé en 2011 et qui se montre aujourd'hui complètement périmé par rapport aux injonctions climatiques, il faudrait déjà qu'on arrive à le stopper, qu'on arrête ces chantiers qu'on voit naître partout comme une gangrène en fait, qu'on arrête de bétonner, qu'on arrête d'artificialiser les sols, qu'on arrête d'orienter la population vers un mode de consommation, on va dire industriel, pour rester soft, et qu'on envisage d'autres types d'agriculture locale. Et si on garde en tête que l'impératif, il est gazeux, l'impératif qu'on a aujourd'hui, c'est de continuer à respirer. Pour l'instant, on a tous très peur de ne plus pouvoir manger et de ne plus pouvoir boire. C'est ce qui nous obnubile, c'est ce qui
on est presque fasciné par ce danger-là parce qu'on estime que c'est ce qui va nous impacter dans notre corps le plus vite possible. Mais en fait, l'origine de tous ces maux-là qu'on entrevoit, c'est une origine gazeuse. Et dès l'instant qu'on voudrait s'en sortir de la situation, ce qu'il faudrait d'abord chercher à développer, c'est des usines locales de dioxygène. Et les meilleures usines locales de dioxygène qu'on connaisse, c'est pas des usines avec des machineries folles et avec une industrie lourde, c'est en fait du végétal. Et on entend beaucoup parler de l'arrêt de la déforestation. C'est vrai que la déforestation, c'est une des raisons qui fait que l'atmosphère n'est plus respirable. Mais pour compenser ça le plus rapidement possible, on connaît des espèces végétales qui permettraient de capter le CO2 de l'atmosphère pour le transformer après en dioxygène. Et localement, le bambou serait la plante la plus saine. C'est presque la plante idéale, une solution miracle, j'ai envie de dire. Mais quand on regarde vraiment les données physio-végétales du bambou, c'est un puits de carbone. Et c'est le meilleur puits de carbone, tout simplement. Et donc si on envisageait plutôt que d'avoir une monoculture cannière, de développer la filière locale du bambou, on aurait déjà un élément de réponse non négligeable à ce problème de la respiration qui nous impacte. Mais qu'est-ce qu'on en fait du bambou? Bon, on respire, j'ai bien compris que c'était essentiel, mais on ne le mange pas Si. Le bambou est mangé. De bambou. Pas dans notre culture pour l'instant, si même localement, j'ai rencontré des gens qui localement savent récolter la pousse de bambou quand elle sort à peine du sol, et c'est un bambou particulier que les Asiatiques mangent depuis la nuit des temps. Mais ça, on pourrait le faire pousser localement. Il s'appelle Giganteus. Et apparemment, c'est très gigantesque. Bon. Il est gigantesque, ouais, il est vraiment un diamètre très très grand et puis il peut atteindre 12 à 16 mètres de hauteur. Waouh. Et puis c'est tellement miraculeux cette plante qu'on peut effectivement la manger pour subvenir à nos besoins alimentaires, mais on peut aussi s'en servir comme d'un outil, comme d'un matériau de construction premier. En fait, il faut savoir que dans les besoins régaliens qu'on a, en fait, c'est d'abord respirer. Ensuite, on a besoin de se déplacer. Ensuite, on a besoin de se socialiser. Et ensuite, seulement, on a besoin de boire. T'es sûr de ton ordre, là? Ouais. En fait, on peut tenir 3 minutes en gros sans respirer. On peut tenir 3 jours sans boire. Et on peut tenir 3 mois sans manger. 3 semaines sans manger. 3 semaines sans manger. Mais, j'en reviens à ce qui me sert pour établir cet ordre de priorité des besoins, en fait, c'est l'image du naufragé qui arrive sur une île. Quand il arrive sur l'île, il a besoin, pour se remettre sur pied, d'abord de respirer. Ensuite, il a besoin de se déplacer tout simplement pour voir ce qu'il a autour de lui, pour explorer, pour voir comment se protéger d'abord. Parce que s'il ne se protège pas, il reste soumis à tous les phénomènes extérieurs et à toutes les fragilités. Et pour se protéger, en fait, la meilleure des forces, c'est de se mettre ensemble. Et dès l'instant qu'il aura réussi à respirer, il va chercher si autour de lui il y a des pairs. Et s'il peut se fédérer avec les gens qui sont autour de lui pour augmenter ses chances de survie. Dès l'instant qu'il aura trouvé le groupe, alors il va se mettre à chercher de l'eau. Parce qu'à plusieurs, on a plus de chances de trouver la source d'eau qui nous permettra de survivre ensemble. En fait, la clé, c'est d'abord de nous permettre de respirer, ensuite de nous remettre ensemble. Si on arrive à se remettre ensemble, alors on pourra... Toutes les solutions seront à notre portée, en fait. Si on reste tout seul, isolé, à chercher notre source pour boire, notre agriculture pour manger, moi, tout seul, là, on est battu. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je vous dis. Si, la deuxième partie fait plus sens qu'au début, parce que si le gars il a été sur ce radeau pendant 3 jours et qu'il arrive assoiffé, il y a quand même... Mais si, ça fait sens, bien sûr. Dès l'instant qu'on sera plusieurs et qu'on fraternise et qu'on cherche ensemble la source d'eau, on a 100 fois plus de chances de la trouver. Ok. C'est l'idée de se loger aussi. Tu parles du bambou comme matériau de construction. Là, la Réunion, elle a été construite avec du béton et du béton et du béton. Quoi. Est-ce qu'on pourrait loger les gens qu'il va falloir? Bon, tu dis il y a 0,7% chaque année en plus, mais il risque d'y avoir à reloger les gens qui sont sur le littoral. Est-ce qu'il y a autre chose que le béton pour les loger? Oui. Le bambou, typiquement le bambou, c'est une ressource qui est aussi résistante, même plus résistante que tous les pins classés classe 4 en fait. Dès l'instant qu'il a été traité pour devenir résistant aux xylophages, aux petites bêtes qui viennent manger la sève dans les nœuds, ce bambou il acquiert les mêmes capacités que le pin qu'on trouve dans toutes les quincailleries de l'île en fait. Et
il faut savoir que le bambou, en fait, dès l'instant qu'il est mis en terre, si on lui laisse 3 ans pour pousser, il devient récoltable après ces 3 ans. Et le buisson original va continuer à se développer. C'est pas la récolte qui va le tuer. Alors que le pin qu'on va planter, il lui faut déjà 10 ans pour pousser. Ensuite, pour devenir récoltable et pérenne, je crois qu'il lui faut 15 ans, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je me suis moins intéressé au pin qu'au bambou. Mais en tout cas, il lui faut, je crois qu'il lui faut à peu près 15 ans pour devenir exploitable et permettre de rentrer dans l'économie du bâti. Alors que le bambou, c'est au bout de 3 ans. Donc, la nécessité d'urgence de respirer, elle est déjà, dès l'instant qu'il est en terre, il agit comme ce qu'on lui demande en fait. Il agit comme il le fait naturellement. Il nous fournit l'O2 qui nous permet de respirer et de nous maintenir. Et puis dès 3 ans après sa mise en terre, on peut le récolter et directement le mettre à profit pour construire de quoi nous abriter. Mais on ne parle pas d'habitat précaire, on parle il y a beaucoup de cultures qui servent du bambou, notamment asiatiques, qui servent du bambou depuis des millénaires et qui s'en servent même pour construire toutes les plus grandes architectures qu'on voit aujourd'hui faites en métal et en béton. C'est le bambou qui sert en fait de tuteur pour construire moi je les trouve très très moches, mais pour construire ces œuvres architecturales. Ça veut dire que en lui, le bambou, il a la faculté de permettre la construction de ces trucs horribles. Et s'il a la faculté de permettre de les construire, ça veut dire qu'en lui-même, il est plus fort. En tout cas, il peut nous assurer un abri de qualité, d'une certaine esthétique aussi, je trouve, pour peu qu'on sache le travailler. Mais ça veut dire développer aussi le travail local. Si on le met en terre, le mettre en terre ne suffit pas à construire des habitations. On peut envisager d'après de développer une filière et de faire entrer des forces vives pour le récolter ensuite, le traiter et s'en servir après dans le bâti. Mais c'est vraiment très très compétitif. Je vous invite à aller voir sur internet toutes les qualités que le bambou peut avoir. Ça saute aux yeux. Alors chacun à notre niveau, comment on peut agir? On peut planter un bambou dans notre cour si on a un petit morceau de terrain, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que... C'est de faire entendre à Goliath que David ne se laissera pas faire en fait. Et comment on fait? On fait comme vous et moi, on essaye de parler de la situation, on essaye de la décrire sans être alarmiste, de la façon la plus claire possible pour savoir dans quel bateau on est, dans quel bateau fou on est si on choisit d'y rester, et comment on peut impacter le cap que ce bateau prend en fait. Et vous, à votre échelle parallèle sud, vous faites le relais de cette information, et c'est déjà votre pierre à l'édifice, elle compte énormément en fait, parce que vous relayez une information que les médias classiques ne dévoilent pas. Là, le danger dans lequel on se trouve, moi je ne le vois pas dans les médias principaux. Il n'y a personne qui fait état de la fragilité des populations. On reste tous focalisés sur des sujets qui sont de second ordre, et on ne parle pas du sujet premier, fondamental, qui est notre survie locale en fait. Donc chacun, moi à mon échelle, c'est d'essayer de transmettre ce que j'ai cru comprendre, de le faire valider par des autorités, par des universitaires pour qu'on puisse avancer ensemble. Et puis après, une fois qu'on aura partagé ce diagnostic, qu'on saura dans quoi on se trouve, alors là, il faudra qu'on se mette tout ensemble pour que les forces de chacun puissent nous permettre d'envisager un nouveau cap. Bon, on espère que tu te trompes. Hein. Ah oui, moi aussi j'espère grandement. Et puis si tout le monde qui peut dire à moi que je suis dans l'erreur, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je sais que là où je ne me trompe pas, c'est qu'on a la ressource locale pour s'en sortir. Et pour se lever tous ensemble, et pour mettre la main ensemble, et pour envisager un possible fraternel et heureux. Ok, merci Christophe. Merci à toi. On va y croire, au fraternel et heureux. Merci. On adhère. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur la page de don. On a besoin de vous.